l'association E4, Expertise écologique, éducation à l'environnement et la bibliothèque Jeanne sont heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de la salle Armand Lunel pour une conférence. En fait, c'est la continuité d'une action qui a été entreprise avec la bibliothèque Méjeanne et l'association E4 à partir de mars, qui a d'abord amené les habitants d'Aix-en-Provence à découvrir les fourmis par l'intermédiaire d'Éric Trouveau, qui est chercheur au CNRS. Nous sommes allés aussi autour de la bibliothèque Méjeanne découvrir les plantes qui poussent spontanément en ville. On a également fait des ateliers dans les bibliothèques satellites de la Méjeanne, notamment à Haut-Dezormes et à Licampaneto à Aix-les-Villes, pour parler du compost, des espèces comme les arthropodes qui vivent dans le sol et qui sont très utiles pour le compost. Il y a une exposition de posters qui a eu lieu aussi à la bibliothèque d'Aix-les-Villes. Il y a eu un atelier aussi sur les plantes méditerranéennes à la bibliothèque, au Médialus Puérica. Et donc aujourd'hui, pour terminer ce cycle d'action sur valorisant la biodiversité, on va terminer avec Pascal Burguière qui va vous parler de la nature du bonheur et le bonheur de la nature. Merci. Merci et bonjour à tous. Merci d'être là par une si belle journée dehors. On va faire à peu près, je vous propose quelque chose comme 45 minutes et puis après des questions, des échanges. Donc le thème, vous voyez, n'est pas un thème spécifique d'écologie pratique ou appliquée ou scientifique, c'est vraiment un thème un peu plus philosophique. En fait, je peux vous dire quelques mots à mon parcours, ça vous donne une idée de la diversité des modes de pensée que j'ai eu l'occasion de fréquenter et ce qui m'a amené à avoir un point de vue plutôt synthétique. Puisque j'ai à la fois fait des études de psychologie, un master en management, un diplôme d'accompagnateur en montagne, un diplôme ici à la Cité du Livre de formateur en atelier d'écriture. Je devais faire une thèse d'épistémologie, enfin voilà. Donc c'est pour vous dire que j'aime bien toucher à différentes disciplines et j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez riche dans les regards qui se croisent sur les questions de nature et de bonheur. Alors d'emblée, c'est quand même des gros mots, hein. Vous avez constaté que nature et bonheur, là, on fait pas dans le détail. C'est déjà un peu immense et en plus, moi je vais essayer d'en rajouter, enfin de compliquer un petit peu l'affaire. Si c'est possible, vous allez voir. J'espère que c'est une promenade, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous intéressera. Alors, le premier morceau, il faut bien commencer quelque part, donc je vous propose de commencer par la nature. Et je ne vais pas essayer de me battre sur la définition de la nature. En fait, je vais essayer au contraire simplement d'élargir les choses et de porter le regard sur tous les phénomènes qu'on voit autour de nous et qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien en fait entre tout ce qu'on a autour de nous. Quand on parle de nature, on va commencer simplement, voilà, deux exemples de nature au sens le plus simple des choses. Et finalement, la nature, il y a du vivant là-dedans. Et dans le vivant, il y a de la biologie. Et donc d'emblée, je vais dire quelque chose, donc répéter ce qu'avait dit un biologiste, il avait dit, en biologie, rien n'a de sens en dehors de l'évolution. En général, quand vous voyez un dinosaure, vous savez qu'il y a une question d'évolution de biologie, beaucoup de cinéma, spectacle, mais là en l'occurrence, avant le dinosaure, je voudrais juste vous parler d'un arbre, des arbres, parce qu'en fait pour moi c'est très spectaculaire. Quand je suis face à un arbre, pour moi c'est un objet qui a une portée immense, qui évoque tout un tas de choses. Il y a une nouvelle magnifique de Ray Bradbury qui parle d'un jeune qui va planter des arbres sur Mars parce qu'il est asthmatique et qui va apprendre à respirer. Il y a des passages très très beaux sur tout ce que peut apporter un arbre aux humains. Et là, simplement, le regarder sous l'angle de l'évolution, avec une question que j'ai souvent posée à des centaines et des milliers d'enfants. Regardez un arbre, pourquoi il a un tronc? Et pourquoi, dans le sens de... Racontez-moi une histoire. Comment ça se fait que c'est un arbre à un tronc? Il y a quelques centaines de millions d'années, des petits organismes marins sont arrivés sur la terre ferme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a qui sont immenses comme ça? Et il y a des histoires assez simples qu'on peut mettre sur pied, que même les enfants peuvent imaginer petit à petit en les guidant un peu, sur le fait qu'entre deux petits organismes, si un est un peu plus grand, il prend un peu plus de soleil, il aura plus d'énergie, il pourra faire plus de descendance, et quoi que ce soit qui, parce qu'il a été un peu plus grand que l'autre, aura tendance à se reproduire, à se transmettre à sa descendance. Et
que là, on a quelque chose qui est à toute petite échelle, une fois qu'il va être multiplié à une échelle immense, va faire qu'on a des séquoias qui font près de 100 mètres de haut, et quand on regarde le film à l'accéléré, on voit une espèce de compétition pour l'accès à la lumière. Donc ça, c'est vraiment une compréhension de la nature qui est une révolution formidable. Donc c'est Darwin, c'est une autre manière de voir le monde naturel. Avant ça, il y avait plein de choses qui étaient des mystères. On n'avait pas la clé pour commencer à avoir des explications. À partir de ça, d'un coup, tout un tas de choses peuvent se mettre en place. Alors le dino, lui, il me fait penser à une histoire. Il y a deux dinosaures herbivores qui sont en train de courir, poursuivis par un triceratops. Et un des deux dinosaures se retourne et dit à l'autre, mais tu sais, je ne crois pas qu'on va pouvoir courir plus vite que le triceratops. Quoi, l'autre lui répond, je ne cours pas pour courir plus vite que le triceratops, je cours pour courir plus vite que toi. Donc il y a un aspect cruel à l'évolution. C'est quelque chose qui n'est pas niable, ça fait partie du mécanisme de l'évolution. Mais en fait, c'est pas tout. Partout aussi, il y a d'autres exemples. Quand vous êtes dans la nature, un simple lichen, c'est une symbiose entre un champignon et une algue. Donc, il y a toutes sortes d'autres modes de fonctionnement dans la nature, mais c'est vrai qu'il existe. Alors, je vais faire une petite parenthèse, un petit hommage. Vous savez qu'il y a une conférence de Pascal Quignard tout à l'heure, à 6h30, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et quelque part, dans la rhétorique spéculative, il a écrit il y a une violence de la pensée, qui est une violence du langage, qui est une violence de l'imaginaire, qui est une violence de la nature. Et c'est quelque chose d'assez vrai. L'an dernier, quand il était venu, il y a un an et demi, je ne sais plus, avec Haruta Ikeda, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé de parler du tout du monde, et il s'était arrêté pendant plusieurs fois, il avait fait mine de commencer à répondre, et puis en fait, il avait fini par dire je ne peux pas répondre à votre question. Mais il a écrit des choses magnifiques, y compris sur des choses douces. Donc là, je ferme cette parenthèse quand même, mais elle a ouvert sur la question du langage et le lien qu'il fait entre le langage et la nature. Il existe déjà chez Darwin, en fait, dans le sens où un des premiers modèles de l'évolution, c'était l'évolution des langues. Avant qu'il existe l'arbre de la vie dessiné par Darwin, qui crée le lien entre les espèces et unifier la nature d'une certaine manière, il y a eu des arbres de langue, des dépendances et descendances des langues. Il y a là des choses qui sont dans la... Il y a là des liens, des choses qui se rapprochent. Et ne pas oublier d'ailleurs que Darwin lui-même a étudié aussi au départ la sélection artificielle, parce que ça nous a mis à ces questions de nature et artifice. Alors, au début, les gens ont accepté l'idée que l'évolution c'était OK pour les animaux. Et puis Darwin lui-même en fait a fait silence sur la question de l'homme. Et donc il y avait un peu une partition, il y avait d'un côté la nature avec les processus d'évolution qui étaient bonnes pour les animaux, puis pour différentes raisons, par rapport à certaines critères religieuses, par différentes causes, il n'a pas traité de la question de l'homme avant l'apparition de la filiation de l'homme, nettement plus tard. Mais petit à petit, on a fini par accepter quand même l'idée que biologiquement, il y a eu une évolution de l'idée d'évolution. Et on a fini par accepter que biologiquement, l'homme, peut-être, il fait partie de cet arbre de la vie, qu'on est des cousins d'autres primates, etc. Mais il y a un moment où ça devient un peu plus dur, et il y a encore un certain nombre de gens qui ont du mal à accepter cette idée. Voilà. Est-ce que vous voyez la continuité là? À part la ressemblance visuelle évidente. On a d'un côté la Sagrada Familia à Barcelone, imaginée et dessinée par Gaudi, et puis à droite, une construction intermédiaire. Et ça pose de sacrées questions. Cette ressemblance, elle pose quand même des questions. Et on devrait pouvoir être capable d'avoir une approche scientifique du monde qui mette dans un même ensemble ces deux choses-là. Il y a un philosophe nommé Wilfried Sellars qui a dit que le rôle de la philosophie,
c'est de faire tenir ensemble toutes les choses du monde, c'est-à-dire le monde naturel, les licornes, les histoires, les sentiments humains, tout un tas de choses, et de faire tenir tout ça ensemble et d'expliquer ce qui relie tous ces éléments. Et là, voilà, on se retrouve avec deux manifestations, en un sens, d'une forme d'intelligence. Je vais vous donner un autre exemple plus local. Là, on se retrouve, ça y est, enfin, pour une partie, on sait où on est. Le barrage Zola, donc construit par le père de l'écrivain et qui se trouve tout près entre Aix et la Sainte-Victoire, et qui en ce moment est en travaux, donc c'est pas le meilleur moment pour y aller, à des moments c'est fermé, il est vide, etc. Mais on a un barrage, et on a un barrage de Castor. Alors, est-ce que l'un seulement est un produit de l'évolution naturelle, ou est-ce que les deux font partie de la même histoire, d'une histoire de l'évolution naturelle, avec des statuts légèrement différents? Ça amène à poser un peu la question de l'intelligence. Il paraît que Karl Marx aurait dit quelque chose sur le fait que l'architecte, la différence avec l'abeille, c'est que l'architecte avait une représentation de ce qu'il allait faire dans sa tête auparavant. Là, le castor, quel est son degré de représentation de ce qu'il va faire? On ne le sait pas exactement. On s'aperçoit quand même de plus en plus que chez les animaux, il y a une représentation de une intentionnalité. Quand vous voyez un corbeau qui tord un bout de fil de fer pour aller attraper quelque chose en forme de crochet, bon, on se doute bien que dans sa tête, il n'est pas en train de répéter des mouvements mécaniques, il y a vraiment une représentation du monde. Et de ce point de vue-là, vraiment, on est sur la question de jusqu'à où va la nature. Parce qu'on traîne cette opposition nature-culture. Et peut-être qu'une manière de regarder ça, c'est de regarder l'histoire de l'intelligence, en fait. La cellule, elle est intelligente dès le départ. C'est vraiment ce qui permet à nos cerveaux d'être intelligents. Moi, je trouve fascinant aller regarder, il y a des animations magnifiques sur Internet sur ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Quand vous voyez une protéine motrice qui traîne sa vésicule sur le dos et qui se promène, quand vous voyez des cellules qui se poursuivent, un macrophage qui poursuit, il y a de la perception de ce qu'il y a autour, il y a de la décision de suivre, de ne pas suivre, etc. Il se passe beaucoup de choses. Mais c'est encore le niveau où se fait la sélection, l'affinement de ce comportement, poursuite par exemple, c'est fait par plusieurs générations. Quand une cellule n'a pas le bon comportement, elle n'a pas de chance, elle n'a pas de descendance, et donc on a des comportements qui s'adaptent au fil des générations. Et puis ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a des organismes complexes qui ont un organe qui est fait pour ça, et qui peut changer, faire des expériences et changer. Et donc on passe à un niveau d'intelligence, si vous voulez, qui a un niveau de conditionnement pas vous, quelque chose marche, je vais le refaire, quelque chose échoue, je vais éviter le comportement. Et puis, on arrive à un niveau, et là on se rapproche de l'architecte, de l'ingénieur Zola, où on peut faire une simulation à l'intérieur. C'est-à-dire que quand l'architecte fait son plan, il imagine, mais si je fais ça comme ça, il va se passer ça, etc. etc. Mais c'est une suite dans le fonctionnement de l'organe, c'est parce qu'on a la perception d'abord, parce qu'on a les inférences, les stratégies automatiques, petit à petit on peut avoir des modules plus compliqués, etc. Et là on arrive à la question de la nature humaine. Et même au-delà de ça d'ailleurs, il y a un autre niveau dans lequel on est plus ou moins en tant qu'humain, qui comprend conscience des simulations qu'on fait et qu'on devient capable pas d'orienter la manière dont on se comporte, dont on vit, dont on apprend, etc. Et donc là, bien sûr, ça va avoir une incidence sur les questions de bonheur. Donc, vous voyez là, par cette mise en comparaison, ça vient du philosophe Daniel Dennett, qui a commencé à poser ce genre de questions. D'un coup, ça nous montre quelque chose comme une unité du vivant. Et l'histoire darwinienne, elle amène à comprendre que la nature, finalement, on ne sait pas où elle s'arrête. Il y a un site, il y a plusieurs sites dans la région, mais moi ça m'a questionné, mais il y a des moulins en quantité. Par exemple, à Barbegal, il y a un site où du temps des Romains, il y avait 7 ou 8 moulins alimentés par un canal, et ils faisaient des tonnes de
peuplée par jour, et vous vous dites, alors aujourd'hui on regarde les ruines, on trouve ça très nature parce que c'est de la pierre sèche, etc. C'était déjà un site industriel en fait. On dit que c'était le plus grand site industriel de l'Empire romain. Et la question de la limite n'est pas si simple. Alors, pour vous taquiner encore un peu plus, je vais citer Gregory Bateson, qui est quelqu'un, qui est un anthropologue, qui posait la question comment est-ce que ça communique au sein d'une forêt. Alors c'était un anthropologue respectable, et quand il posait ce genre de questions, on se disait c'est un farfelu. Il a fini doyen à l'Université de Californie, etc. Enfin. Et puis, il y a quelques années, on a par exemple découvert, certains d'entre vous savent déjà ça peut-être, que quand une girafe mange un acacia, l'acacia réagit en dégageant des substances volatiles qui sont reçues par les autres acacias à côté, qui commencent à produire des tanins pour décourager les girafes de venir les manger. Donc on a même de la communication au niveau du monde végétal. Quelque part, on est en train de faire un chemin scientifiquement, on se rend compte qu'il y a des fonctions qui sont de plus en plus à des niveaux de plus en plus simples du vivant, vous l'imaginez simple. Donc on se relie à cette histoire et on se relie aussi. Là, je veux dire juste un petit mot, c'est pas le sens, c'est pas le sujet principal, mais quand même la nature, notre approche de la nature, c'est devenu la science. Et aujourd'hui, les différentes disciplines, elles arrivent à nous produire des histoires assez fascinantes qui couvrent toutes les différentes tranches de regard sur le réel. Moi, l'exemple qui m'a le plus frappé, on reste chez les Romains, c'était l'exemple du plomb. Il y a quelques années, on a réussi à modéliser à partir des propriétés quantiques du plomb, ce qui faisait la différence quand on a géré du plomb, quand ça allait dans telle molécule d'hémoglobine, et comment ça se repliait différemment que l'isotope que ça remplaçait. Du coup, il y avait moins de capacité de transport d'oxygène, du coup, il y avait les questions d'anémie, et éventuellement, on en arrive à une civilisation qui se casse la figure. Cette partie-là étant la main sur c'est peut-être un des facteurs. Mais on est capable aujourd'hui de se promener depuis les niveaux les plus fondamentaux et quantiques du monde jusqu'à ce que ça fait au niveau des civilisations. Et tout ça, c'est un ensemble, c'est un système qui fonctionne dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que j'aimerais dire dans cette première partie, c'est on a quelque chose à gagner à élargir notre vision de la nature. Parce que l'opposition de nature-culture, elle est dépassée, elle nous mettait à part, et on n'a pas besoin de se mettre à part comme ça. On est des produits de l'évolution, et même si on est différents par son côté, on a des capacités et des responsabilités différentes, on fait quand même partie de l'histoire. Vous voyez, Montaigne, il faut savoir le masque des choses et des gens. Là, je trouve que c'est un programme extraordinaire, c'est un programme de savoir, d'essayer de comprendre. Et finalement, qu'est-ce que ça change? Ça peut nous permettre différentes choses. Donc, déjà, la critique à la pensée analytique a été faite depuis longtemps. Si on a fait disséquer des cadavres, on ne comprend pas forcément comment le monde du vivant fonctionne. C'est un peu tristouné. C'est plus sympa d'étudier des systèmes vivants. Du coup, en écologie, si on se remet à l'intérieur, ça fonctionne mieux. Si on comprend qu'on est une espèce, qu'il va falloir faire qu'on fasse comme tout le monde, qu'on fasse notre place avec les autres. Michel Serres avait dit chaque espèce à son tour devient l'homme de la Terre. Et une espèce qui à un moment devient dominante et menace de tout détruire par son succès. Voilà, d'un certain point de vue, on est une parmi ces espèces. Et d'ailleurs, au passage, dans cette vision, moi j'ai pas du tout de sympathie pour ce qu'on appelle la deep ecology, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il faudrait mieux supprimer les humains, que la Terre s'en porterait mieux. Je pense que c'est pas forcément. Et au contraire, ça me fait penser à une citation d'Élisée Reclus, vous savez, le géographe, qui disait que les humains sont les yeux à travers lesquels la nature se regarde. Ça a été dit par Simon de Loin dans la tradition zen, par le poète Schelling, mais cette vision qui fait qu'on se voit en tant que partie prenante de la nature et en tant que le regard que la nature porte sur elle-même. Du coup, on n'est plus tout seul, du coup, on n'est plus isolé. Ça nous change un peu la vie. Alors, avec ce regard un peu élargi sur la nature, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question du bonheur? C'est une
question vitale ou pas. Je pense toujours à une plaisanterie qui fait pas rire en fait, mais qui est d'une maman à qui le fils veut se marier, son fils veut se marier avec quelqu'un, il dit qu'avec elle que je serais heureux, et elle lui dit mais être heureux, quel bien cela te fera-t-il. Il y a quand même une hiérarchie des valeurs. C'est vrai que nous, on place l'épanouissement personnel à un certain niveau dans notre société. On pourrait imaginer des sociétés dans lesquelles ça fonctionne différemment. Et chez les termites, l'épanouissement personnel n'est pas le but ultime. Et on peut imaginer des visions du monde dans lesquelles on perd plus ou moins aussi cette idée-là. Mais en tout cas, pour nous, disons que c'est quelque chose d'important quand même, le bonheur. Et c'est une vieille question philosophique. C'est vraiment la question de la bonne vie, c'est une question depuis le début de la philosophie. Et avec de l'espoir depuis le début de la philosophie d'ailleurs. Épicure, si vous vous souvenez des 4 principes d'Épicure, il ne faut pas craindre les dieux, ils ont autre chose à faire que de nous embêter. Il ne faut pas craindre la mort, parce que quand on est vivant, on n'est pas mort, et quand on est mort, on n'est plus vivant, donc on s'en fout. Il ne faut pas craindre la souffrance, parce que tant qu'on peut la tolérer, on est vivant, donc on peut la tolérer, et puis quand on ne peut la tolérer, on est mort. Voilà, ça commence, là, c'était la vie d'époque, hein, la vie était plus dure, donc si vous voulez, on mettait la barre pas au même niveau. Et son 4e principe est le bonheur est possible. Et lui, encourager à une vie simple, une vie, vous direz aujourd'hui naturelle en partie, contrairement à l'image qu'on en a fait, hein, d'un débauché, etc. C'est pas du tout, ça c'est une image postérieure. Alors, ça c'était la philosophie, mais après c'est devenu le domaine des sciences, bien sûr. Il y a la science qui s'occupe des sentiments, du vécu humain, elle s'appelle la psychologie. Et la psychologie, elle s'est développée, comme toutes les sciences, petit à petit, en disant pas mal de bêtises au fil du temps, puis en affinant un petit peu les choses. Mais il y a une caractéristique un peu de la psychologie telle qu'elle a été pratiquée depuis moins de 2 siècles en tout cas, c'est qu'il s'agit toujours de gérer les problèmes, gérer la maladie, diagnostiquer. On a le DSM, le manuel de diagnostic, c'est comme ça. On diagnostique toutes les sortes de maladies qu'on peut avoir. Tous les dysfonctionnements possibles de l'être humain, ils sont étudiés sous tous les angles. Et il se trouve que jusqu'à assez récemment, en fait, on parlait très très peu de comment non pas partir de moins 10 pour revenir à 0, mais comment aller mieux que juste ne pas avoir trop mal. Parce que ne pas avoir trop mal, justement, c'était la conception des Grecs, c'est la question de l'ataraxie, de l'absence de trouble, et on considérait que c'était déjà pas mal. Bon, depuis 20 ans, il y a un mouvement, un courant de psychologie dite positive qui s'intéresse à étudier les gens qui vont bien et qui même ont des bonnes vies, qui vont pas juste de pas souffrir, mais qui ont des vies intéressantes, qui sont heureux, et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à ça, quelles sont les conditions du bonheur. Donc c'est une manière déjà de considérer la psychologie qui est un peu différente et qui est complémentaire de l'approche classique. Alors avant d'aller directement sur la psychologie positive, je voudrais quand même dire quelques mots en passant de la psychologie évolutionniste, puisque j'ai dit rien de d'essence en biologie en dehors de l'évolution. La psychologie fait partie de la même histoire que la biologie. Et donc, tout ce qu'on observe en psychologie est le fruit de cette histoire, et donc doit pouvoir être raconté aussi en termes de psychologie. Ça s'appelle la psychologie évolutionniste. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est une science qui est assez jeune, il y a des choses qui sont sujettes à controverse. Il y a quand même quelque chose qui nous retient, parce que c'est lié à mon envie de vous montrer des paysages. Il y a une étude qui a été faite dans différents pays sur les images que les gens préfèrent. Et il s'est avéré, dans tout un tas de pays, que les gens convergeaient sur le même genre d'image. Le même genre d'image avec des arbres clairsemés, avec de l'herbe, avec un peu de relief. Bon, quand il y a de l'eau, c'est bien. Alors, pour le plaisir, qui reconnaît cet endroit? C'est du côté du Caravon. Encore plus près, c'est à côté du barrage du Lion. C'est au bord de là c'est les Grands Creux sur le côté, c'est la réserve géologique des Grands Creux, au-dessus de Roquehaute, là, enfin on est entre Bimont et Zola. Et
Et de plus en plus maintenant, avec le débroussaillage au bord des chemins, on a en fait on retrouve ce genre de paysage avec des bosquets clairsemés et des arbres. Et alors, pourquoi est-ce qu'on aime ça? Pourquoi est-ce que des gens, même y compris les Esquimaux, hein, on va vous montrer aux Esquimaux différentes images du monde, celle qu'ils préfèrent, c'est quand même celle où il y a quelques arbres avec de l'herbe et peut-être un peu d'eau. Explication évolutionniste. Et c'est parce que ça ressemble bien à la savane. Alors, pour pouvoir valider ça sérieusement, là, on ne peut pas dire que c'est une preuve scientifique, ces études-là, il faudrait comprendre comment ça fonctionne. On n'en sait pas assez aujourd'hui sur le cerveau, pour savoir comment ça se fait. On peut simplement constater qu'effectivement, chez les humains, partout sur la planète, il y a un goût pour ce type de paysage. On en fait même des golfs. Enfin bon, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez les humains. Donc c'est une petite parenthèse, mais pour dire qu'on ne quitte pas cette histoire de l'évolution. Et un autre aspect de la psychologie contemporaine, donc qui a eu un prix Nobel à quelqu'un qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un psychologue, mais qui a eu un prix Nobel d'économie. Il se trouve, alors le titre est un peu abscon, hein, système 1, système 2, il a justement voulu garder des désignations neutres pour en fait ne pas s'embarquer avec toutes les distinctions précédentes. Si je vous dis 2 et 2 font 4, sinon, si je vous pose la question, pardon, je vais donner la réponse. Bon, allez, 1 plus 1. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et à la limite, la réponse vient directement à votre esprit. Il n'y a pas d'effort à faire. Si je vous dis Aix-Marseille, il y a des choses qui se préparent dans votre esprit, qu'est-ce que vous avez vu, on ne sait pas, mais il y a des choses qui sont venues automatiquement. Si après je dis université, vous allez penser, si je dis politique, vous allez penser à des rivalités, à la communauté d'agglomération, etc. On est dans des choses qui viennent sans effort, qui sont automatiques et qui, effort au sens vraiment même qui a un sens de consommation d'oxygène par le cerveau. Il y a quelque chose qui fonctionne, il y a des éléments de reconnaissance, d'automatisme. Et puis, par contre, si je vous demande 173 x 7, là, il peut y avoir quelqu'un pour que ça soit automatique dans la salle, mais il y a peu de chance. Et sinon, il va falloir réfléchir, ça va prendre un certain temps, ça va demander un effort. Un effort qui est quantifiable. Moi, ça m'a frappé de découvrir qu'un joueur d'échecs, un grand maître, pendant un match, il est sur un niveau de physiologie qui est celui d'un marathonien. Il consomme une énergie formidable. Il y a de l'effort qui se fait véritablement constamment. Et là, on est donc sur une manière, donc ça c'est le fruit d'études scientifiques, hein, ça a été étudié expérimentalement de plein de manières. Et donc c'est un savoir sur nous, c'est un savoir sur nous-mêmes qui peut nous aider à gérer notre vie ou pas. Ça on décide ce qu'on en fait, mais en tout cas, on peut comprendre comment, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut utiliser à quel ou tel moment. Par exemple, on continue sur les échecs, puisque un joueur d'échecs, là, les grands maîtres, bon, ils réfléchissent beaucoup, mais avant, ils font quand même des choses qui sont passées en système 2, qui sont quand même immédiates. C'est pour ça qu'on raconte cette histoire de grand maître qui passe à côté d'un échiquier sans s'arrêter et qui dit « attends 3 coups ». Voilà. Et il n'a pas calculé à ce niveau-là. Il a juste vu des positions, il y a des automatismes qui font qu'il reconnaît des configurations, il a même besoin de réfléchir sur certaines choses. Moi, ce qui me frappe dans cette distinction, je le vis dans mon apprentissage de la musique. Il y a des moments où il faut réfléchir, il y a des moments où il faut apprendre à ne pas réfléchir. Et quand vous essayez de jouer quelque chose, et que vous essayez de contrôler consciemment ce que vous faites à un certain niveau, c'est pas possible, c'est pas de la musique. Mais par contre, si vous essayez de gratouiller tout le temps sans jamais faire l'effort d'apprendre les bases qu'il faut apprendre, vous n'arrivez nulle part non plus. Il y a vraiment des moments où il faut savoir dire hop, je prends ma raison et avec ça je vais faire ça, ça et ça. Et puis une fois que j'ai mis les bases, il y a des moments où il faut laisser faire les automatismes. Et là vraiment on a de la modélisation pratique de ça et c'est quelque chose qui est important dans la manière de gérer sa vie. Alors, pour en venir à la psychologie positive proprement dite, je vais commencer par une pirouette et une provocation. Alors voilà donc les facteurs
l'épanouissement personnel, une étude sur 2000 personnes par pays en Europe, plus la Russie, ben, voilà, ou la France. Alors, ma consolation, c'est une citation de Gustave Flaubert, je vais voir si c'est la française. Être bête, égoïste et en bonne santé, voilà les 3 conditions requises pour être heureux. Donc, voilà, comme quoi, finalement, on n'a peut-être pas tant de défauts que ça, si on en est là sur le bonheur. Bon, c'est fait, c'est juste une petite pirouette. Alors, pour les recherches scientifiques sur les conditions du bonheur, donc depuis 20 ans, il y a eu quelques pionniers, et là, je choisis de vous présenter les 5 critères tels que les a définis Martin Seligman. C'est assez consensuel. Il y a des gens qui mettent l'accent sur une chose par rapport à l'autre. Il y a différents chercheurs, donc j'en ai choisi un, mais la plupart de ces choses-là sont vraiment consensuelles dans le milieu de la psychologie positive. En anglais, ça s'appelle PERMA parce que c'est des initiales. Bon, je ne me suis pas cassé la tête à essayer de faire quelque chose de trop compliqué, il faut tordre les mots. Et c'est des choses qui sont toutes simples, en un sens, mais qui sont très compliquées dans un autre. Avoir des émotions positives, bah, ça fait du bien. L'amitié, l'amour, etc. Mais c'est un peu dans les relations, mais le simple fait de se sentir bien dans son corps, la gratitude, enfin il y a différentes choses. Les émotions positives, bah, ça rend heureux. C'est tout bête, mais c'est vrai. Alors ça c'est un peu évident sans doute. Maintenant, le deuxième élément, il est un peu plus contre-intuitif en un sens. Par contre, les études vraiment sur le bonheur ont dégagé de manière très très forte des gens qui sont très heureux, pour une bonne partie des gens qui sont pris par leur activité. Il y a cet état qu'on appelle le flow en anglais, alors il n'y a pas de traduction consacrée en français, mais c'est un état dans lequel on ne voit pas passer le temps, on est complètement absorbé par ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait. Et c'est un état que beaucoup de gens décrivent comme une source de bonheur vraiment, vraiment importante. Et d'ailleurs, sur cet état-là, il y a un chercheur qui a travaillé et qui a lié avec la capacité qu'on a et la difficulté de ce qu'on a à faire. Finalement, c'est assez simple à comprendre. Hein. Si vous avez de petites capacités et puis de petits défis, bon, c'est l'apathie, il ne se passe rien. Des capacités un peu plus grandes et rien et pas de défis, bah, vous vous ennuyez. Par contre, l'angoisse, c'est quand on a des défis trop grands à affronter par rapport à nos capacités. Voilà. Et quand les deux sont au maximum, quand on est au maximum de ses capacités et qu'on a des défis à la hauteur de ses capacités, là on entre dans un état où on est mobilisé et où on fonctionne dans le bonheur. Une des choses que la science contemporaine a montré sur le cerveau, c'est que si le cerveau ne fonctionne pas suffisamment, on perd très rapidement la capacité d'apprendre. Et en fait, la barre est assez haute. Hein. Les études disent pour que l'amygdale continue à garder la capacité d'apprendre de nouvelles choses, il faut avoir à peu près la stimulation qui correspond à apprendre une nouvelle langue. Donc ça vous donne une idée. Hein. Quand on perd en dessous de ça, on perd petit à petit ses facultés cognitives. Donc c'est important. Enfin, le flow, c'est important à court terme comme facteur de bonheur, mais au passage, c'est aussi, ça veut dire qu'on est à un niveau où on se garde intelligent au passage. Alors, les bonnes relations, ça c'est un facteur qui est marquant. Hein. Les gens heureux sont des gens qui ont un cercle autour des gens variés. La question du sens, avoir une vie qui a un sens, avoir une place, comprendre ce qui se passe, pas avoir l'impression que rien n'a de sens. L'impression que rien n'a de sens, c'est quelque chose qui est destructeur pour l'être humain. Ça fait du mal. Et quand on se trouve une place, quand on se trouve des repères, ça fait du bien. Et le sentiment d'accomplissement. On a besoin d'avoir l'impression qu'on a fait quelque chose, qu'on est en train de faire des choses. Voilà, tous ces éléments. Donc vous marquez que nulle part, il y a marqué qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Là, les études sont très très claires. Il y a un lien. Dans les couches basses, tant qu'on n'a pas suffisamment d'argent, c'est vrai que c'est un souci pour être heureux. Puis arrive un moment où très rapidement, c'est électroencéphalogramme plat, c'est la courbe boum, il ne se passe plus rien. À partir d'un certain moment, un peu plus d'argent, ça n'apporte absolument pas plus de bonheur. Alors, donc, on a parlé nature, on a parlé bonheur.
qu'est-ce qu'on peut apporter en rapprochant donc, la nature au sens large, tel que je l'ai défini, et les caractéristiques de comment on peut arriver à un état de bonheur. Et là, je commence sur un paysage parce que c'est une vision large. Et c'est une des choses qui ont été montrées également par la psychologie positive, c'est qu'on est beaucoup plus heureux quand on arrive à avoir une vision large des choses. Et c'est lié avec la question du système du 2 et de réfléchir consciemment. Quand on se laisse prendre par l'immédiateté, par les émotions, on n'arrive plus à avoir le recul qui nous permet de voir suffisamment pour être heureux. Quand on prend le recul et qu'on réveille son intelligence, les choses prennent un sens complètement différent. Je vous parle de choses qui ont été établies par tout un tas de protocoles expérimentaux. On montre ça dans la manière dont les gens se comportent par rapport à gagner ou perdre de l'argent, par rapport à plein de choses, mais c'est quelque chose qui a été assez bien établi, ça. Alors, dans cette estampe, alors japonaise ou chinoise, je suis très inculte dans le domaine, je ne suis même pas capable de dire en fait, je vais aller soudain. Et je pense que c'est plutôt chinois, je ne garantirai pas. Et peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Kenneth White et de sa géopolitique. C'est un écrivain français en fait, même qui vit en France depuis très longtemps, en français. Et il parle d'un peintre chinois du Moyen-Âge qui dit que quand la peinture ne montre seulement que des humains, elle est vulgaire. Et ça m'avait frappé cette idée. Cette recherche de l'équilibre. Les humains sont là, mais si les humains dominent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une vision déséquilibrée du monde. Et dans un sens, pour moi, ça touche tout de suite à la question du sens dans les 5 facteurs qu'on avait précédemment, c'est que ça nous remet au sein de quelque chose. Ça nous réintroduit. Voilà, on est petit dans le paysage. Après ce paysage-là, on peut... il y a toute une histoire à raconter, si vous voulez. L'intérêt du paysage et l'intérêt du coup de regarder le monde, c'est que finalement, quand on voit tout ça, on sait aussi, par expérience, tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'à partir de cette vision du paysage, je peux retrouver la sensation de l'aiguille de conifères, je peux me poser des questions de géologie et ressentir l'histoire du monde, l'histoire des continents qui se déplacent et qui se soulèvent. Dans ce côté large du paysage, il y a plein de choses dans lesquelles on peut puiser. Il y a cette maison qui a été construite, comme ces montagnes ont été construites, il y a eu un processus, il y a eu du temps. Donc il y a différentes couches de temps qui sont inscrites à la géologie en centaines de millions d'années, l'évolution des arbres en dizaines plutôt, l'évolution des techniques humaines pour construire la maison, on parle de milliers d'années. Il y a des humains qui sont là, il y a différentes échelles. Et donc un paysage, de ce point de vue-là, un paysage au sens du classique, c'est aussi un paysage de savoir. En fait, si on ouvre les yeux, si on ouvre le regard, si on apprend à regarder le monde, dès qu'on est... vous allez dans les calanques. La dernière émission que j'avais faite sur Radio Galère, j'ai une émission qui s'appelait le Point M et qui parlait de questions naturalistes. Et j'imaginais être sur le Mont Puget, parce que j'avais fait la veille. Et vous avez une diagonale, vous avez le soleil qui permet de parler de la création du monde et de la physique. Vous arrivez à la mer, à l'origine de la vie. Vous trouvez avec les rochers, les falaises, la géologie. Et puis là-dessus, il y a des végétaux et toute l'évolution, le combat de la végétation par rapport au minéral. Et puis vous tournez petit à petit, vous arrivez jusqu'à la ville, jusqu'à Marseille. Et donc, cette vision magnifique de certains paysages qui nous donnent accès, c'est comme un index. C'est comme un index de tous les savoirs du monde en quelque sorte. Du haut du Mont Puget, vous pouvez vous tourner. Et il y a les Gabians qui passent, et avec les histoires de leurs Gabians, avec leurs accents, je n'en dirai pas plus, mais consultez pour le link sur l'accent des Gabians, parce que c'est assez intéressant. Et donc voilà, ces paysages sont des clés où il y a ce qu'on voit immédiatement, il y a l'impression qu'on a la chaleur du soleil sur la peau, puis il y a aussi tous les plaisirs qui découlent d'un savoir, d'une connaissance qu'on a de la nature, qui fait qu'on voit autre chose que cette simple sensation immédiate, ça enrichit. Il y a quelque chose qui vient en plus. Et d'ailleurs, le paysage, c'est pas quelque chose qui, dans la peinture occidentale, c'est arrivé assez tard. Et ça s'est développé vraiment avec le romantisme. Alors, vous voyez là un petit peu qu'il y a une posture un petit peu différente par rapport à nos deux personnages de tout à l'heure. On a quelqu'un qui est à la fois conquérant et interrogateur. Il y a à la fois
croit qu'il fait partie, il se met à l'écart tout en se mettant dedans. C'est une image qui est dans l'édition à Nietzsche, qui a été utilisée pour couverture de livre de Nietzsche, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui correspond là-dedans. Et c'est vrai que Nietzsche était un grand randonneur, un amateur de nature. Et quelque part, dans cette peinture, il y a l'apparition de quelque chose de l'homme qui se rend compte qu'il a quand même un pouvoir, qu'il est face à un monde et qu'il y a une relation de miroir, quelque part. Et Nietzsche a dit il faut du chaos en soi pour engendrer une étoile dansante. Alors je ne sais pas si c'est être une étoile dansante, c'est forcément un gage de bonheur. Et je dis ça après des discussions à propos du Palais Prêche Locage à côté, où quand même les danseuses d'étoiles sont des gens qui arrivent parfois de pleurer, et c'est pas toujours simple tous les jours. Mais au sens de Nietzsche, une étoile dansante crée quelque chose. Ça demande une forme de chaos. Dans cette peinture, je vois l'homme qui reconnaît son chaos intérieur face au chaos du monde. Et de ce point de vue-là, à nouveau, la connaissance qu'on a de la nature à travers la science nous a apporté des choses nouvelles. Aujourd'hui, on voit le chaos différemment. On le comprend, en partie mathématiquement. Et donc, c'est quelque chose avec lequel on peut, tout en... il y a quelque chose qui continue à faire peur, mais il y a des choses aussi qu'on peut accepter, avec lesquelles on peut jouer, et qui peuvent nous aider à créer et à grandir. Alors moi, c'est coup de cœur, ça. Moi, j'adore Miyazaki. Et en fait, là, c'est pour aussi dire un petit mot de questions artistiques. Quel est le rôle de l'art dans tout ça? Moi, quand je vois de l'herbe haute agitée par le vent, depuis que j'ai vu Miyazaki, c'est encore plus beau. Ça rajoute quelque chose. Il y a l'expérience de Miyazaki, elle vient enrichir ce que je vois directement, ce que j'ai sous les yeux. Et là, on est vraiment dans une émotion positive, la beauté, par rapport à nos 5 éléments, une émotion positive immédiate, et aussi cette question de sens et d'appartenir. En fait, j'aimerais vous lire un petit poème, un bout de poème. Alors, Yves Bonnefoy, c'était un grand poète français. Et je déplace du pied, entre d'autres pierres, cette large qui couvre des vies, peut-être. Et c'est vrai, de nombreuses sont là qui courent de toutes parts, aveugles par soudain trop de jours. Mais vite les voici, rédimées par l'herbe. Je n'ai troublé qu'un peu la vie sans mémoire. Comme il fait beau ce soir, à peine si je sais, sur ce chemin, que j'existe encore. Alors la fin me fait penser à ce sentiment de flot, c'est-à-dire qu'il y a à peine j'existe encore, tellement je suis absorbé dans la contemplation du monde. Et la vie sans mémoire me fait penser bien sûr à la question de l'évolution, de l'intelligence que je vous ai décrite, et puis c'est toutes ces sensations du rapport à la nature, immédiat, mais de tout ce que ça transporte avec, à partir du moment où il parle de la vie sans mémoire, bien sûr, il y a un intellect qui se place, c'est pas simplement un contact immédiat avec la pierre, c'est tout ce qui place par-dessus et qui pense, et cette pensée, elle rejoint, elle devient un élément d'appréciation de la nature. Un cran au-delà, la composition numéro 8 de Kandinsky. Alors on y voit ce qu'on veut y voir. C'est pareil, moi c'est pas celle-là, mais j'en ai eu dans de longues années de reproduction de Kandinsky de cette série, accrochée chez moi, et je m'en suis jamais lassé. Je m'en suis jamais lassé. Il y a des choses, espèce de... Hop, ça évoque pour moi, il y a des choses qui évoquent un point d'interrogation dans l'esprit. Pour moi, ça évoque la pensée, c'est l'intérieur d'un cerveau. C'est des images, c'est des représentations complexes, c'est quelque chose où on peut à la fois regarder l'ensemble, aller regarder des détails, revenir à l'ensemble. C'est une forme de paysage, mais c'est pas une forme de paysage d'idées. Parce que peut-être qu'il existe des paysages d'idées. Comme il existe, je vais le dire brièvement, vous allez me croire ou pas, mais le petit chaperon rouge.
c'est une espèce. C'est-à-dire que ça n'existe pas comme ça. Ce qui existe, c'est une récitation, une lecture du petit chaperon rouge. Puis c'est pas toujours la même, il y a une descendance. Moi, si je vous raconte le petit chaperon rouge, je vais aller le répéter avec un petit peu de modification. Et donc, ce qu'on appelle le petit chaperon rouge, en fait, ça désigne une espèce d'éléments qui font partie du monde naturel et qui sont des récitations, des narrations du petit chaperon rouge. Donc aujourd'hui, dans la science contemporaine, on a de plus en plus de moyens de représenter des graphes, des réseaux sémantiques, tout un tas de choses, des forêts de sens, en fait. Donc là, je n'ai pas d'exemple, je n'en ai pas pris, parce que bon, graphiquement, ce n'est pas encore toujours à un niveau qui est très, très heureux. J'avais travaillé un temps pour les arbres de connaissances. Les arbres de connaissances, une entreprise qui a été créée à la suite de la mission Universitaire France avec Michel Serres, il s'agit de représenter des relations entre différentes compétences partagées dans une communauté sous la forme de végétation finalement. Et donc ces choses-là existent et en fait on peut déplacer notre capacité à apprécier visuellement un paysage et la déplacer pour apprécier d'autres représentations. Et moi je pense un peu en écho à la géopolitique de Kenneth White, donc comment habiter le monde politiquement. Moi, ce qui m'intéresse depuis des années, c'est une sorte de Noé poétique, c'est comment habiter le monde de nos savoirs et l'habiter poétiquement. Et là, on en est vraiment à une forme d'amorce. Mais il y a une citation qui me fascine vraiment, et elle a plus de 100 ans maintenant, puisque c'est Rodin en 1911. L'art, c'est la contemplation, c'est le plaisir de l'esprit qui pénètre la nature et qui devine l'esprit dont elle est elle-même animée. C'est la joie et l'intelligence qui voient clair dans l'univers et qui recréent en illuminant de conscience. L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. Ce qui me fascine dans cette citation, c'est qu'on peut remplacer art par science et que, pour moi, elle fonctionne tout à fait aussi bien. Et ce qui me va assez merveilleusement, c'est-à-dire que la philosophie, l'art et la science, quelque part, sont très partagés dans le monde, sont très séparés, mais c'est la même démarche de la pensée humaine en rapport avec le monde. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse, de les rassembler, de rapprocher les trois. Pas seulement parce que ça fait les trois premières lettres de mon prénom. Marqué philosophie, art et science, ça fait PAS, ça fait le début de Pascal. Alors, je ne sais pas si c'est une prédestination quelconque, mais bon, c'était juste pour dire. Et donc Rodin donne ce sentiment de l'intensité en fait, qu'on peut avoir à comprendre et à être en rapport avec la nature. Et là, on est dans l'émotion positive, on est dans le sens, on est dans tout ce qui fait le bonheur. Il parle de joie et d'illumination et de sublime. Et là, on retrouve vraiment le rapport avec le monde et le bonheur qu'il nous procure. Et quand il est dans cette porte de l'enfer, etc., quand il représente des corps humains, c'est clair que voilà, la nature pour lui ne s'arrête pas aux animaux. Après, est-ce qu'il aurait fait des cités? Je ne sais pas s'il a fait des choses un peu. Je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, certaines villes, certaines skylines sont des environnements magnifiques, naturels magnifiques, au pied duquel, dans certaines villes, au pied de gratte-ciel, c'est beau, ça a un sens, c'est comme des montagnes, ça représente un milieu dans lequel vivent une espèce qui sont les êtres humains, etc. Vous voyez un peu jusqu'à où je pousse le bouchon, et pour certaines personnes c'est une provocation, puis finalement pour d'autres ça devient une évidence. Quand on pense moi ce qui me fait rire c'est les abeilles en ce moment. Les abeilles elles sont en danger de la campagne et finalement elles trouvent refuge dans les villes. Parce que dans les villes elles trouvent des endroits où il y a moins de pesticides, parce que c'est les gens qui font leur petit jardin. Et donc nos catégories anciennes, il y a un moment où on peut être amené à les remettre en question et toujours penser en termes de système et d'intégration. On fait partie de la nature fait partie de nous, on rapproche ça, on peut créer des villes, on peut imaginer des villes où c'est pas juste un mur de verdure, mais qui sont vraiment pénétrées par la végétation, où il y a vraiment
mélange. Alors, du coup, en se rapprochant d'une conclusion, quand on s'intéresse à la nature de la façon dont je vous dis, qu'est-ce que ça peut faire pour notre bonheur? En termes d'émotions positives, déjà, être en forme si on se promène un peu, si on se balade dans les villes ou dans les campagnes, mais toutes ces émotions de beauté, d'émerveillement, le plaisir de la compréhension, c'est une émotion positive. Hein. Il y a une récompense chez nous, chez les humains, il y a une récompense au fait de comprendre quelque chose, c'est une récompense très forte. L'Eureka, c'est vraiment quelque chose qui a une racine évolutive. Je peux pas résister au plaisir de faire un petit détour connexe par l'humour. Il y a une publication il y a un an avec le même Daniel Dennett qui était à l'origine des comparaisons entre l'ingénierie naturelle et humaine. Et donc la thèse de l'humour, c'est... de toute façon, l'humour, c'est un comportement qui est très manifeste chez les humains, qui consomme de l'énergie. Il y a bien une explication. Et donc l'explication qui en donne, elle est très liée à cette question de la compréhension. C'est en fait c'est une forme de dépogage, pour le dire bien en français. C'est-à-dire qu'on est obligé, et là je me rends compte que justement il y a quelque chose que je n'ai pas dit sur notre système 2 et sur notre système 1, c'est que dans notre système 1 immédiat, on fait pas mal d'erreurs. C'est des choses qui ont été étudiées aussi dans la psychologie positive, c'est les raisons pour lesquelles les gens sont malheureux, c'est souvent parce qu'ils se trompent dans leurs évaluations sur ce qui va les rendre heureux, dans leurs évaluations sur ce qu'ils ont à gagner à telle ou telle chose. Et les raisons de ces erreurs ont pu être tracées à l'évolution. Quand vous êtes dans la savane et qu'il y a un prédateur qui menace, et des prédateurs qui menacent en général, quand vous entendez un bruit, vous devez décider rapidement si c'est une menace ou pas et vous enfuir ou pas. Et quitte à faire des erreurs, il vaut mieux surestimer le danger que le sous-estimer. Si vous surestimez le danger, vous risquez de courir quelquefois pour rien. Si vous sous-estimez, la partie est perdue. Donc, on se retrouve avec là quelque chose, par exemple, qui nous explique pourquoi on a tendance à avoir plus peur de la perte que d'attrait du gain. Ça a des implications politiques sur la difficulté de réformer, etc. En général, les gens, si on vous propose de jouer au dé et de jouer à pile ou face, et vous pouvez soit perdre 100 €, soit gagner 150, beaucoup de gens refusent. Parce que quand ils se mettent à penser à l'idée qu'ils pourraient d'un coup avoir perdu 100 €, ils vont refuser. Même que la barre, statistiquement, dans différents pays, est plutôt à 200 €. Les gens acceptent de jouer à partir de 200 € vraiment. Parce qu'on a peur de la perte. C'est irrationnel. Quand on raisonne en système 2, c'est mieux que une probabilité nulle. Donc je le fais parce que la vie offre plein d'opportunités. Même si je perds sur celle-là, je gagnerai sur une autre. Je fais toujours les comparer. Et donc on a des réactions automatiques et rapides. Et ces réactions automatiques ou rapides, en fait, l'humour, il nous permet de leur trouver des erreurs. Dans les blagues, on interprète les choses et puis d'un coup, on se rend compte qu'on n'avait pas compris. Et hop, on est obligé de repasser tout et de réinterpréter tout le début de l'histoire. Et là, on a cette récompense intérieure qui nous récompense d'avoir fait l'effort de tout réévaluer. Cette récompense, c'est le rire, ce sentiment agréable. Oui, on est là dans toute cette histoire de l'évolution, on arrive à des choses comme ça. Le rire, ça fait partie de cette histoire, ça a un sens. Et donc, le sentiment de compréhension, c'est une émotion positive qui est une récompense, parce qu'on a eu intérêt au fil du temps, depuis qu'on a un cerveau qui nous permet de comprendre les choses, on a intérêt à l'utiliser, et donc on a intérêt à être encouragé à ça, à être récompensé à ça. Comme on a un goût pour le sucre, qui nous vient d'un temps où l'énergie est très, très difficile à obtenir, et donc on était très motivé pour avoir du sucre. Aujourd'hui que le sucre est très disponible, notre motivation bien sûr est plus un handicap qu'un atout, mais ça c'est une autre question. Donc les émotions positives, à partir du moment où on a ce rapport d'émerveillement, de curiosité de la nature dans un sens large, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de richesse et d'émotions positives. Pour ce qui est du flow, de la curiosité, par exemple, c'est une des choses qui prend les gens. Il y a un chercheur qui s'appelle Marvin Minsky qui avait posé une question à ses amis, mais il y a déjà 30 ans. Et quand au début, les gens commençaient à dire peut-être qu'un jour on pourra prolonger nettement la vie humaine, ils demandaient est-ce que vous voudriez vivre
centaines d'années. Et la plupart des gens disaient non, c'est assez comme ça. Et juste quelques personnes, ils disaient, tous mes amis scientifiques par contre me disaient oui, parce que ce que je fais c'est tellement intéressant qu'en fait je pourrais le faire pendant 100, 200 ans. Ça vous dit tout de suite, là, donne tout de suite la réponse. Hein. La curiosité pour le monde, c'est vraiment un de ces ressorts qui fait qu'on est passionné, absorbé par ce qu'on fait, on en a cet état de flux. Bon, pour ce qui est des bonnes relations, à partir du moment où on a cette vision de notre histoire commune, de l'arbre de la vie, ben on se reconnaît comme frères déjà, on peut mieux comprendre les autres, leur système 1, leur système 2, quand ils réagissent un peu trop vite et qu'ils disent des bêtises, ben, on peut être plus tolérant parce qu'on sait que nous aussi on fait ça. Pour ce qui est du sens, là vraiment, ce dont je vous ai parlé, c'est cette grande histoire du monde qui se dégage avec l'évolution, avec ce qu'on apprend petit à petit sur le monde, sur l'humain. C'est vraiment la dose maximale de sens qu'on peut recevoir. Ça nous place dans une histoire, ça donne un sens à la trajectoire sur laquelle on est. Ça ne détermine pas forcément le futur, c'est une autre question, hein. Mais c'est une mine inépuisable de sens quand on veut comprendre, on pose des questions, on se lance dans les recherches et on trouve des réponses. Et aussi du point de vue de l'accomplissement, donc de réussir des choses, quand on a les outils pour réfléchir, quand on a des savoirs, ben ça nous aide à mieux choisir ce qu'on fait, à se donner une meilleure chance, à partir du moment où on se connaît soi-même, si on connaît ses forces, ses faiblesses, etc. Alors, un petit clin d'œil pour l'avant-dernière diapo. On a souvent affirmé avec assurance que l'origine de l'homme ne pourrait jamais être connue, mais l'ignorance engendre plus souvent la confiance que ne fait le savoir, et ce ne sont que ceux qui savent peu, et non ceux qui savent beaucoup, qui affirment d'une manière aussi positive que la science ne pourra jamais résoudre tel ou tel problème. Moi je l'aime bien ce Charles Darwin, je pense que c'était un type vraiment formidable, un gars que j'aurais aimé rencontrer. Et avec sa manière très humble, il a pris beaucoup de soin à dire les choses, il a attendu jusqu'en 71 pour publier la filiation de l'homme. Mais ce qu'il dit quand même, hein, c'est qu'il dit attention à l'ignorance, on peut être très sûr, mais en fait on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Et il était au début de la science, mais il imaginait bien qu'avec la réflexion, avec le savoir, avec notre système de bien utilisé, on allait pouvoir découvrir tout un tas de choses. En fait, on ne sait pas où sont les limites concrètement. Et c'est bien parce qu'il y a de l'espoir dans tout ça. Et c'est bien aussi parce que il y a le philosophe Wilfried Sellars qui avait dit que la philosophie, le but c'est de comprendre comment tout va ensemble. Il a utilisé les termes de vision manifeste et vision scientifique du monde. La vision manifeste, notre vision immédiate, la vision scientifique, elle est équipée par le savoir. Et ce qui est intéressant, c'est de réconcilier les deux, de les faire fonctionner ensemble. Ne retenez pas de ce que j'ai dit qu'il n'y a que la raison qui fonctionne. Au contraire, par rapport à la musique, j'ai bien pris position. Alors voilà, c'était un ensemble d'éclairages fragmentaires sur des visions contemporaines du monde, des idées qui étaient impossibles il y a 300 ans. Personne n'aurait pu vous dire ce que je vous ai dit aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les bases pour ça. Donc le monde était un grand mystère. Aujourd'hui, il se dégage des paysages de connaissances qui sont absolument formidables et sidérants. Et on se rend compte que, notamment dans le développement de l'enfant, en fait, les compétences se construisent à partir d'expériences pratiques. Un concept comme de, sur, sous, tous ces concepts de forme qu'ensuite on réutilise de manière abstraite, et bien ils commencent avec l'expérience. Et moi j'aime bien le paysage pour ça, c'est-à-dire qu'on a une expérience immédiate du paysage et on peut ensuite étendre à des paysages de la pensée. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire finalement, c'est de vous montrer différents éclairages sur un grand paysage des savoirs contemporains. Ah oui, il voulait dire ça, que ça c'est pour l'écologie pratique. C'est de dire qu'en plus quand on s'intéresse au monde, donc écologiquement c'est très bon parce qu'on n'est pas du tout, on n'a pas le temps d'acheter des gadgets et de consommer et de polluer. Et voilà, donc ma petite phrase de conclusion, c'était que peut-être que la fréquentation de la nature et l'intérêt pour la grande histoire naturelle dont on fait partie peuvent nous aider à être plus heureux. Merci à vous.
chambre, il y a un micro. Non, personne? Il faut le temps, hein, il faut peut-être laisser le temps. Ah, est-ce qu'il y a vous avez beaucoup parlé du regard, l'image, ce que les gens aiment au nouveau paysage. En fait, j'étais surprise que vous n'ayez pas parlé des 5 sens. Parce que je pense que au niveau bonheur et nature, ça marche aussi avec vraiment l'olfaction, le toucher. Quand on marche dans la nature, c'est l'écoute aussi des oiseaux qui chantent. Je pense que c'est aussi ça le bonheur. C'est aussi sentir une fleur. C'est aussi écouter le torrent avec l'eau en montagne, quand vous avez montré les paysages en montagne. Et je pense que c'est non seulement l'image de l'eau, mais aussi le bruit que l'eau fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne l'ai pas mentionné, en fait, je l'avais noté dans mes notes de le dire à propos du premier paysage chinois. C'est que là, aujourd'hui, ce qu'on peut partager, c'est le visuel. Donc, voilà. Donc, je présente du visuel, mais effectivement, c'est une expérience corporelle avec les 5 sens et avec le mouvement en plus. Donc il y a plus que les 5 sens finalement. Enfin, quand on est dans le monde naturel extérieur, on se retrouve avec plus que les 5 sens. Quand on est dans le monde de la pensée, on se retrouve avec quand même une forme de dominance des formes visuelles et auditives, et en partie du mouvement. C'est-à-dire que les autres, peu de gens pensent avec les odeurs. Il existe des synesthésies, des modes particuliers, mais peu de gens pensent avec les odeurs. C'est vrai que par contre, on pense plus facilement, on manipule plus facilement, et dans notre cortex, c'est pas fait de la même manière. Ce sont les endroits dans le cortex visuel, on a plus d'habileté à manipuler des images. Et donc, c'est pas vraiment, tous les sens ne sont pas vraiment transportés de la même manière dans le monde de la connaissance. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur quoi je travaille. Il se trouve qu'en ce moment, en fait, je prépare un spectacle. C'est pour ça que c'est une coïncidence formidable que Pascal Quignard soit là aujourd'hui, parce que j'étais la semaine dernière en résidence au 3 Bicef sur un livre de Pascal Quignard, et pour danser la rhétorique spéculative. Et donc pour essayer de voir effectivement comment on peut s'approprier le mouvement et enrichir nos manières de penser avec aussi du mouvement extérieur et le lien avec le mouvement intérieur. Donc tout à fait d'accord, hein, les différents sens, même plus que les 5 sens, font partie de l'expérience humaine, et donc c'est intéressant de rechercher à voir comment on peut aller de plus en plus dans notre compréhension, enrichir notre compréhension du monde avec ces différents sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, là. C'est pas une question, mais ça peut le devenir. C'est une phrase qui m'est venue avant de venir, un petit peu interpellée par le sujet de la conférence. Savoir que la nature, c'est la nature. La nature nous honore. La nature nous honore. Alors, ça peut tout de suite évoquer des choses, mais je ne sais pas pour vous, donc qu'est-ce que ça vous évoque directement? C'est vrai qu'en fait, en réponse un petit peu à la dame qui nous parlait, elle nous honore, oui, elle est le miroir de tout ce qu'on est. Alors voilà, le miroir de tout ce qu'on est, c'est vrai que le raisonnement naturaliste est un petit peu tendance à voir les choses à l'envers, à dire nous sommes un produit de la nature, et donc quelque part nous sommes, donc il y a une humilité dans ce sens-là de dire on est en partie le miroir de certains éléments de la nature, et on est aussi le regard en partie dessus. Alors c'était la différence de posture avec le romantisme, hein, et c'est des questions qui se posent aujourd'hui par rapport au futur. On a un pouvoir formidable, dont on peut asservir dans une certaine mesure certaines dimensions de la nature naturelle. Et on peut vouloir se rendre comme maître et possesseur de la nature selon la vieille formule et demander qu'elle nous honore. Moi j'avoue que je préfère les pensées qui se dirigent vers comment danser avec la nature, comment vivre en harmonie.
il ne s'agit pas qu'elle nous norme, il s'agit que nous aussi on est la nature. Donc de recréer le lien qui fait qu'on se reconnaît dans la nature, qu'on est heureux d'en faire partie, et c'est toute une écologie qui se développe en fait. Quand on a un paysage vraiment là qui je zoome arrière maximum, on voit les galaxies. Il y a toute cette petite chose qui est une écosphère, un petit peu de vivant sur une planète quelque part dans un bout du monde. Alors, est-ce que nous, on peut honorer la vie, par exemple, en étant un jour l'espèce qui fera qu'on ira transporter la vie dans d'autres endroits? Oui, voilà. Moi, je préfère voir les choses, disons, un peu sous cet angle-là. Comment on fait partie de cette histoire et qu'est-ce qu'on fera peut-être pour ça, et pour augmenter le paysage du vivant. Mais j'aime bien cette liberté d'associer des mots et d'écouter ce que ça donne, de prendre le temps de rapprocher des idées et de se demander qu'est-ce que ça dit. Merci. Oui. Oui. Le côté, c'est vrai que l'insertion dans le monde, il a existé plus ou moins dans différentes traditions, civilisations. Par rapport à notre situation à nous, telle qu'on est aujourd'hui dans le monde du XXIe siècle, on se retrouve avec des savoirs sans commune mesure, mais aussi très démunis, très dispersés. Alors, tout ça, c'est récent. On a le tai chi, c'est une pratique longue qui a été prolongée. On a appris comment enseigner, comment donner la sensation. Il y a toute une tradition. Aujourd'hui, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est des choses sur lesquelles on a très peu de repères. On ne sait pas. Si on savait donner le sentiment d'appartenance au monde, de goût pour la curiosité, etc., on n'aurait pas la crise des vocations scientifiques comme aujourd'hui en France, on n'aurait pas les taux d'échec, on n'aurait pas les problèmes de dépression, enfin, etc. On a d'un côté une masse de savoirs qui apparaissent, et de l'autre, on ne sait pas intégrer ça en expérience vivante. On en est vraiment, au début, on est débordé par tous les savoirs qu'on est en train de découvrir, on ne sait pas comment se les approprier individuellement et en tant que société. Donc là, il y a vraiment... alors on peut se poser la question, on va prendre des exemples dans le passé, mais il y a des choses qui sont clairement à inventer. Il y a des questions nouvelles qui se posent, donc là, il faut inventer comment on va s'approprier tout ça ensemble. C'est un héritage merveilleux. Des gens ont réfléchi pendant des millénaires pour qu'aujourd'hui on puisse regarder jusqu'à des planètes lointaines et se dire qu'elles sont à peu près habitables, et pour qu'on puisse aller, voilà, le télescope, le microscope, le macroscope de la complexité, on voit des choses phénoménales. Et ça vient vite, et on ne sait pas encore exactement comment habiter tout ça. Il faudra trouver des traditions, oui. Mais parce que justement, certainement, il y a quelque chose de l'ordre du corporel par rapport au mental. Se situer dans l'espace aussi. Parler, par exemple, de l'apprentissage du dessus-dessous, à côté.
Et c'est absolument déterminant, mais parce qu'effectivement, on le conçoit comme cela, on pourrait peut-être le concevoir autrement dans l'habitation, l'occupation de l'espace. D'abord géographique, physique, qui lui-même est un espace mental aussi. Je ne sais pas si... Oui, c'est vrai que dans le développement d'enfants, du coup, c'est un exemple. Il y a des moments où on a besoin de voir l'objet, puis on apprend à un moment qu'il y a l'objet absent. Donc il y a aussi des gens qui disent, par exemple, j'écoutais un personnage qui est assez beau en couleur, Jacques Fresco. C'est un centenaire français à l'origine qui est parti aux États-Unis il y a très longtemps, qui a fait fortune, il est milliardaire, et c'est un visionnaire. Donc il a des projets, des cités Vénus, des cités écologiques, au Tarsique, d'un monde sans argent. Enfin, il peut se permettre de faire des films, etc. Et il parlait du futur de l'intelligence et il disait, mais les émotions, est-ce qu'on veut de l'intelligence artificielle avec des émotions? Il disait, non, ce qu'on veut, c'est le résultat, c'est le comportement. Quand la mère voit son enfant pris dans l'incendie, elle a l'émotion et du coup, elle va le sauver. Est-ce qu'on a besoin de l'émotion ou pas? L'important, c'est qu'elle aille le chercher. C'est des sujets qui sont vraiment compliqués. Enfin, il paraît que l'an prochain, donc, il va être question du futur et des technologies ici. Et il y a plein de questions qui se posent justement par rapport à l'intelligence artificielle, aux intelligences artificielles qui peuvent apparaître. Est-ce qu'elles auront besoin d'avoir ce sentiment corporel? Est-ce qu'on peut avoir une appréhension du monde? Est-ce que dans 20 ans, on aura... Déjà aujourd'hui, il y a des interactions avec des systèmes qui sont encore très primitifs, qui sont très émouvants pour les humains, qui ont l'impression de parler avec quelqu'un. Est-ce que dans 20 ans, on aura vraiment des êtres de la complexité d'un humain qui n'auront pas la même expérience physique qu'on a? Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'est pas encore tranché sur ça, parce que finalement, on a eu, nous, cette étape-là du corps qui nous a permis de développer une pensée, et peut-être que cette pensée, maintenant, elle peut se fixer sur d'autres supports. Donc, c'est difficile de prévoir, surtout en ce qui concerne le futur. Et cette histoire de l'évolution, c'est vrai qu'à des moments, elle fait des sauts un peu étonnants, donc on la lit facilement quand on la regarde derrière, enfin facilement. On arrive à la déchiffrer aujourd'hui. Quand on regarde vers le futur, il y a beaucoup de questions, mais je trouve que ces questions sont assez fascinantes. Pour moi, c'est déjà observer le futur, c'est aussi un de ces grands bonheurs du monde. Les gens qui s'intéressent au futur sont des gens qui ont des vies passionnantes. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'ennui possible quand on se tourne vers le futur. Je vais conclure là-dessus. Il y a une question, allez-y. En fait, c'était par rapport au paradoxe du fait qu'actuellement, on parle beaucoup, par exemple, pour un documentaire animalier, on voit des beaux paysages et tout, et ça amène toujours en conclusion, comme l'homme est en train de détruire la nature, l'extinction des espèces. C'est pas pour finir sur une note négative, mais je veux dire, le futur, en tant que nature, est assez, pessimiste. Donc c'est vrai d'intégrer ce positif est très bien, mais comment... Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Merci d'avoir soulevé cette question, j'ai oublié de le faire aussi, je pensais l'aborder. Les menaces, elles sont réelles. Et par contre, moi ce que je constate déjà, si vous voulez, on ne dit pas à un adolescent à ranger sa chambre avec des punitions, ça ne marche pas. On est un peu une humanité adolescente et je pense qu'il y a plus de chances qu'on arrive à résoudre nos problèmes si on le prend comme un défi, comme un jeu, comme quelque chose de positif, d'arriver à faire un monde meilleur, plutôt que si on est... C'est l'accélération qu'il y a par exemple dans l'extinction d'espèces, le fait que le climat, l'accélération du réchauffement climatique, qui sont des données scientifiques qui sont prouvées. Donc je veux dire, entre le fait qu'on reste adolescent, il faudrait peut-être accélérer. Enfin, c'est vrai que c'est difficile. Ça me semble un peu paradoxal en fait. Là-dessus, moi, ça me tout de suite un commentaire important, c'est que on a développé des savoirs dans beaucoup de domaines, y compris un peu dans les domaines politiques, mais là où on manque vraiment cruellement. Donc, j'ai dit que je devais faire une thèse d'épistémologie. En fait, certains ont peut-être entendu parler, puisqu'il était avec de Jean-Louis Lemoyne, qui est un grand ami d'Edgar Morin. Et donc, c'est lui qui me proposait de faire une thèse avec lui. Et lui, il s'intéresse à la question d'ingéniosité.
capacité à faire, à construire. Les Léonard de Vinci aujourd'hui, on aurait besoin de Léonard de Vinci qui construisent non pas des machines, mais des mécanismes sociaux, des liens de communauté, des solutions comprenant des humains. Et on a effectivement besoin de ça, et on manque cruellement de ce genre, de cette forme d'intelligence qui utilise les savoirs et qui en fait société, qui fait société avec. Mais enfin, moi, souvent, je suis avec des enfants dans la nature, je les emmène voir le monde et je leur parle. Et ils ont besoin, ils sont enthousiasmés, ils ont besoin qu'on leur dise qu'on attend, qu'on compte sur eux, qu'il va falloir trouver des solutions, qu'ils sont capables, et nous aussi de faire partie de... Oui, je vois, moi, personnellement, je vois mon fils, jusqu'à l'âge de 12 ans, par exemple, il y a des choses qui sont faites pour les enfants et autres. Mais après, on dirait que l'adolescence, en fait, c'est quelque chose qui... Enfin, bon, mon fils aime bien, mais il n'y a presque plus rien qui m'est, par exemple, adapté pour l'adolescence. Il n'y a plus tellement de... On a l'impression que l'enfance, la nature, c'est l'émerveillement, puis ensuite, une espèce de coupure. Enfin, moi, c'est un peu ce que je constate. C'est pas autre chose. Oui, voilà. Il y a compétition quand même des sujets d'intérêt, mais je peux vous dire, pour travailler aussi avec des adolescents, des lycéens en géologie, collégiens, quand on les sort du contexte, moi, quand ils me voient arriver, ils ne savent pas qui je suis. Par exemple, quand je fais de la géologie avec eux en tant qu'accompagnateur en montagne, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas comment se conduire avec moi, et donc je crée un jeu, une manière de faire, et d'un coup ils me disent « Ah mais finalement on est intelligent ». Moi j'ai vu ça tellement souvent, les enseignants qui me disent « Ah il se révèle, hein, celui-là je ne le connaissais pas, on l'a pas vu comme ça, etc. » Et c'est vrai que les adolescents ils sont intéressés par d'autres choses, mais si on les prend bien, si on joue suffisamment avec eux, si on les met en situation, on arrive à retrouver ce sens de curiosité, cet intérêt pour le monde, etc. Mais c'est vrai que c'est plus facile directement avec les enfants qui ont... Les enfants, dès qu'on leur montre un peu le monde, ça y est, la curiosité s'éveille, ils posent plein de questions. J'allais dire parce que c'est une question presque de choix de société. Ben, voilà, traduire notre vision, traduire nos connaissances en société meilleure, là, tout à fait. Oui. C'est vraiment une question. Et là, j'ai pas de réponse. Moi, ce que je sais faire, c'est au moins de donner le goût pour ces savoirs, de signaler qu'il y a plein de choses nouvelles qui existent et qui sont merveilleuses. Et il y a plein de savoirs nouveaux. Après, comment ça se traduira en politique, Juste, je vais garder le micro de 30 secondes par rapport à ce qu'on vient de dire. La perception de l'humain par rapport à l'environnement au cours des siècles a beaucoup évolué. À l'époque préhistorique, l'environnement naturel était les sources de danger, donc on s'en a inquiété. Au cours des premiers siècles, après Jésus-Christ, jusqu'au milieu du second millénaire, on interprétait plus la nature comme une source de ressources, justement. Donc c'est l'endroit où on allait prélever du bois, du métal, ce genre de choses. Et c'était aussi lié à une destruction de la nature. Et depuis le XVIe siècle, on commence à trouver la nature belle, on commence à l'admirer. Et depuis quelques années, c'est malheureusement trop tard pour certaines espèces, hein, on va parler du dodo parmi d'autres, mais on commence à admirer cette nature et on commence justement à mettre en place des mesures de protection. Donc tout à l'heure, madame parlait de l'éducation à l'environnement, que ce soit Pascal, que ce soit au sein de GATT, on a l'habitude de parler de ça, c'est vrai que c'est jamais suffisant. Aujourd'hui, vous en êtes la preuve, hein, on est une trentaine de personnes dans la salle, c'est très bien. On vous a parlé de la nature, de l'environnement. Il y a d'autres actions qui sont mises en place à l'échelle des communes, à l'échelle du département, à l'échelle de la région, à l'échelle nationale. C'est jamais suffisant, mais j'ai l'impression que de plus en plus d'actions de ce genre sont en train de se mettre en place. Et donc cette perception de la beauté de la nature et donc la nécessité de la préserver est de plus en plus présente. Et je pense que pour l'avenir, pour le futur, c'est la bonne piste. Fini la crainte, fini l'exploitation, on commence à admirer et on commence à préserver parce qu'on se rend compte que la préserver, c'est pas uniquement utiliser les ressources, mais c'est aussi continuer à préserver le beau. Voilà, c'est juste une remarque. Oui, bah c'est exactement ça, oui. Comme dit Piaget, de 6 à 12 ans, c'est à l'âge de la pensée magique. Et après, à partir de 13 ans, j'ai un neveu qui a 13 ans. Et j'ai dans la tête, oui, le souci de le responsabiliser tout en lui permettant de garder ce côté émerveillement. Jusque-là, il joue encore à cache-cache. Bon, il va falloir aussi le responsabiliser, dire qu'il assume, quoi, voilà. Et
voilà, donc ça fait un petit peu mal au cœur quelque part, mais en même temps, non, c'est pour le beau, c'est pour le bien du beau. Oui, Hannah Arendt avait dit quelque chose comme ça, sur le fait que le savoir aussi, c'est pour faire. Et je pense qu'il y a notre responsabilité, elle fait partie de ça. On fait partie du monde, et donc cette responsabilité, elle n'est pas forcément. Enfin, ça peut être quelque chose de beau, ce sentiment de faire partie du monde et de faire sa part. Je pense que c'est au contraire plutôt quelque chose qui, dans le 5e critère, l'accomplissement, c'est quelque chose qui peut nous. Et puis même le sens, hein, ça nous place. C'est important d'imaginer qu'on va participer à faire un monde meilleur quand même. Moi, je vis mieux quand j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est bien et que ça va dans le bon sens. Et le passage à l'âge adulte, oui, il y a quelque chose comme ça où on peut garder la curiosité. Je pense qu'on peut continuer à garder la curiosité tout en assumant des responsabilités. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a été longtemps sur un schéma où l'éducation s'arrêtait à un certain âge, et puis d'un coup, on passait le collier et on ne faisait que travailler et produire et sans plus apprendre. Mais il n'y a pas de raison biologique. On sait aujourd'hui que la plasticité du cerveau, elle continue si on l'entretient, et qu'on peut apprendre à tous les âges. Donc on peut à la fois être responsable et continuer à s'émerveiller, à découvrir des choses et à apprendre de nouvelles choses sans arrêt. Il y a des études qui m'avaient fait rire sur les âges auxquels il y a un chercheur c'était Steve Pinker, qui disait qu'il avait un étudiant qui l'énervait parce qu'il écoutait sans arrêt des musiques différentes. Un jour du métal, un jour du classique, etc. Et donc il s'était intéressé à la question à partir de quel âge on arrête, par exemple, de manger des nourritures différentes. À partir de quel âge on arrête d'écouter des musiques différentes, etc. Donc il y a des chiffres là-dessus. Mais il n'y a pas d'obligation. Il y a des gens qui continuent dans la durée à apprendre des choses tout au long de leur vie. Alors je pense que l'heure est un peu proche là. Si vous permettez, je vais aller dans votre sens et témoigner. J'ai 55 ans et l'année dernière, j'accompagnais mon neveu, justement, qui avait 12 ans, au conservatoire de musique de Villemomble, à la région parisienne. Et le professeur me fait « J'ai un créneau le mercredi matin ». Je dis « Pour moi ?» Il me fait « Oui ». Alors je me retourne vers mon neveu et je lui demande « Adrien, tu serais d'accord pour que je m'entraîne sur ta batterie ?» Il me fait « Ouais ». Et en fait, de janvier à juin, j'ai fait de la batterie, je me suis entraînée, j'ai passé l'audition au conservatoire de Villemomble avec succès. J'en suis très fière. Bravo. Et voilà, j'encourage, c'est vrai, le cerveau a soif de nouveautés, essentiellement soif de nouveautés, il veut toujours apprendre. Et voilà, c'est toujours possible. Ce sont de très bons mots de conclusion, je crois. Encore une fois, merci à tous. Merci.